Caramello, qui va nous parler d'invariants du point de vue de la théorie des topos via les sites. Oui, merci. Donc, dans le cours récemment donné, les topos des Grothendieck comme pont unificateur de mathématiques, on a vu que les topos des Grothendieck peuvent efficacement servir comme des sortes de ponts pour transférer des résultats et des idées, des notions entre différentes théories mathématiques qui représentent de manière différente de décrire un même contenu sémantique. Donc la méthode des transferts est fondée sur le fait que deux théories mathématiques qui partagent, disons, la même sémantique donnent lieu à des représentations différentes du même topos, c'est-à-dire des sites différents qui engendrent le même topos à équivalence vraie. Donc, les théories sont représentées par des sites associés, des sites de définition pour leur topos classifiant. Et le transfert d'informations entre les théories est effectué en utilisant les sites. Donc, et les invariants topos théoriques. Parce que ce qu'on fait est de considérer une caractérisation pour les invariants de ce type. Donc, le topos satisfait l'invariant si et seulement si le site satisfait une propriété explicitement écrite dans le langage du site, c'est-à-dire une propriété qui ne fait pas référence au faisceau, rien du tout, c'est une propriété élémentaire qui est entièrement décrite en termes de C, de la catégorie C et du recouvrement J. Donc, on voudrait obtenir des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en présence d'une caractérisation comme ça, et telle caractérisation, on les appelle les caractérisations d'invariants, dans ce cas de l'invariant I, en termes de sites. Parce qu'il exprime les invariants directement en termes de sites, des définitions pour le topos. Juste une petite question. Oui. Lorsque tu dis que ça s'exprime dans le langage du site, c'est Oui. langage avec les formules et ou en nombre fini, ou langage infinitaire? Non, non, mais quand je dis ça, c'est quelque chose d'informel. Donc, ça veut dire Oui, simplement quelque chose que je peux, disons, exprimer explicitement en faisant référence seulement aux objets et flèches de la catégorie C et aux cribles ou opérations relatives définies par la topologie J. Donc des choses qui sont complètement explicites, qui ne font pas référence du tout à l'opération des faisceautisation, par exemple, ou autre chose qui ne sont pas complètement élémentaires. Donc, mais on verra des exemples concrets dans le cours du séminaire, et donc on comprendra exactement ce qu'on veut dire. Donc, on veut obtenir des caractérisations comme ça, parce qu'en présence d'une bijection comme ça, on peut à la fois entrer le pont ici et sortir. C'est-à-dire à la fin, on se retrouve avec une équivalence des deux propriétés. Une propriété P correspondant à ce site, donc il sera une propriété concrète formulée dans le langage de ce site, et ici une propriété concrète formulée dans le langage de l'autre site. Donc, même si abstraitement, les deux propriétés peuvent même être la même, disons, simplement instanciées dans le contexte de deux sites différents, concrètement, les deux propriétés peuvent être complètement différentes entre elles. Donc, la chose devient intéressante parce que même si l'on a une unique invariant ici, la manière de se manifester de cet unique invariant peut être très différente. Et c'est pour ça que les techniques d'unification que j'ai illustrées dans le cours récemment donné peuvent donner lieu à des résultats très surprenants. C'est-à-dire, on peut vraiment trouver deux propriétés complètement différentes qui sont reliées par cette méthode. Et donc, ça devient intéressant parce qu'on peut transformer beaucoup la morphologie d'un problème mathématique à travers cette méthode. Et donc, on peut partir avec quelque chose, par exemple, vous pouvez penser ici quelque chose d'algébrique, ici quelque chose de géométrique. Donc, ici, on a une propriété d'un certain type qui va être traduite pas d'une manière littérale du tout, mais avec une traduction, disons, créative, on peut dire, hein, parce que les choses changent considérablement. C'est pas une traduction point par point, c'est quelque chose qui change complètement la morphologie du problème.
Et alors, ça devient intéressant parce que ça permet de regarder un certain problème à travers plusieurs points de vue et même le faire d'une manière complètement systématique parce qu'en fait, comme je montrerai, le problème d'obtenir des caractérisations d'invariants en termes de sites, c'est un problème qui peut être approché avec une très grande généralité. Et en fait, je vais commencer cet exposé en rappelant deux métathéorèmes que j'avais exposés dans la 5e séance du cours, qui sont des métathéorèmes qui montrent que beaucoup des invariants admettent des caractérisations bijectives de ce type. Donc des invariants qui peuvent être à la fois de type géométrique, c'est-à-dire inspirés par la topologie, ou bien des invariants de type logique, qui font référence par exemple à la structure interne d'un topos, à la logique interne d'un topos. Et donc tout ça montre qu'en fait, en général, on peut s'attendre à des relations très naturelles entre les invariants toposphériques et les sites. Et donc, je vais ensuite montrer comment ça marche, comment on peut, dans la pratique, obtenir de telles caractérisations et ensuite comment on peut les appliquer. Ok, donc